Ok, l'écran ça va, non? C'est assez grand, non? Oui, ça va, ça va. Ok, donc. On prépare le truc là. Assistance dans Oui, c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Donc, Ah, ok. mettons par vous-même, une fois que, si par exemple vous voulez avoir directement la solution, etc., avec Visual Studio Code, Visual Studio Code, vous voyez ici là, vous voyez les trois trucs qui est là. Celui-ci, ça vous permet, on verra ça plus tard, ça vous permet d'ouvrir le terminal. On parlera de ça quand on parlera de React. Et par contre, ici, ça vous permet de pouvoir ouvrir comment on appelle ça, une conversation avec l'IA. Ça, au point ici. Donc, si je clique ici, vous voyez ici, il va vous ouvrir Copilote. Bon, si vous n'êtes pas encore abonné à Copilote, il va vous demander de vous abonner d'abord à Copilote. C'est-à-dire, Copilote, c'est GitHub. Hein. Voilà, vous allez vous abonner, vous allez vous inscrire à Copilote et bam, vous allez tomber sur cette page comme ça si vous cliquez. Après, Copilote parle un peu en anglais, c'est gratuit. Et ici, vous voyez, ici vous avez le type de IA que vous pouvez choisir. Vous avez Claude Sonnet, vous avez GPT, vous avez jusqu'à GPT-4o, etc. Autres. Donc, c'est à vous de choisir quel est l'IA avec lequel vous voulez travailler. Moi, par exemple, je vais prendre GPT-4o. Après, vous pouvez rester avec Claude Sonnet qui est très bon aussi pour le développement. D'accord? Tout dépend que de vous. Donc, ici, c'est que je vais lui demander. Je lui dis, explique-moi les failles. Par exemple, là, c'est juste une question, je demande, d'accord, de mon code. Et vous posez une question. Lui, ce qu'il va faire, il va analyser. On est bien sur la page Delete to do. Vous voyez, non, il dit, voici une analyse des failles potentielles dans votre code. Il dit suppression de l'objet. Parce qu'on avait vu ça, qui n'était pas bien. Est-ce que vous voyez? Voilà. Il dit, vous utilisez delete objet ID, ce qui supprime uniquement la propriété ID de l'objet. Mais l'objet reste dans le tableau table.js. Et cela ne supprime pas l'objet lui-même du tableau. Et si l'objectif est de supprimer complètement l'objet du tableau, vous devrez utiliser une méthode comme filter ou splice. C'est ce que je vous avais parlé hier. Aujourd'hui, nous, on va vous parler de filter. Donc, vous voyez comment vous pouvez travailler. Vous avez fait une code, ça ne fonctionne pas. Vous ouvrez à côté votre IA et vous lui demandez, vous ne lui demandez pas de vous corriger ça, mais vous lui demandez de vous montrer quelles sont les erreurs que vous avez eues. Et par rapport à ça, il va aussi vous donner donc les solutions. Il dit, voici la solution. Vous voyez ce qu'il fait? Il vous donne la solution. Vous comprenez, non? Voilà. Voilà, lui il fait find index parce qu'il veut récupérer. Parce qu'ici, lui, il utilise la méthode splice, mais nous, on va utiliser la méthode splice, c'est une méthode qu'on a déjà vue avec vous pour supprimer un objet de son index dans un tableau. Mais nous, ici, on va utiliser la méthode filter, qui est la méthode ES6. D'accord? Excusez-moi. Voilà. Vous avez tout ça avec vous. Vous voyez, non? Ok. Donc, j'espère que vous avez du tout compris. Donc, moi, quand je travaille, cette IA, ok, cette manière, ça vous permet de travailler, maintenant, de beaucoup avancer. Si je vous montre ça, c'est pour vous permettre de vite apprendre. Donc, le fait comme ça, l'IA peut vous montrer, voici le code là. Mais essayez d'abord de faire par vous-même. Ce n'est que quand vous vous bloquez que vous pouvez consulter l'IA en ce moment-là pour pouvoir travailler. Vous voyez que là, je travaille directement avec GPT dans Visual Studio Code. D'accord? Maintenant, c'est quand vous êtes expérimenté que je peux directement ici générer pour faire la correction de celui-ci. Par exemple, regardez, je vous montre, mais ne faites pas ça, hein, je vous montre juste quand vous serez expérimenté. Par exemple, je vais faire une correction comme ça. Si je fais comme ça, donc je vais fermer ça. C'est CTRL I que vous appuyez. Donc ici, il me dit Ask Copilot. Je veux dire corrige ceci avec la méthode filter par exemple que nous allons voir tout à l'heure. Et je lui laisse. Ce que lui va faire, il va analyser mon code, bam, voilà, il me filtre ça.
C'est une bonne chose. La méthode filter, et il me le filtre. Et je vais vous expliquer c'est quoi la méthode filter. Vous voyez que cette manière de travailler, je vais faire close pour ne pas enregistrer, cette manière de travailler, en fait, pour les développeurs expérimentés, ça nous permet d'aller plus vite quand on code, en fait. Parce que je peux avoir, je prends un exemple, par exemple, la page 404 ici. Est-ce que vous voyez? Je vais enlever tout ça, pour vous montrer. Hein. J'enlève tout ça, je fais CTRL-I, je lui dis, donne-moi un contenu 404 pages bien designé avec Bootstrap. Et en retour à la page index.html. Et je laisse. Et qu'est-ce que lui va faire? Il va me donner le code. Vous voyez? Ce qu'il fait, il me donne un code. Je peux lui dire le design n'est pas clean. Je veux un très beau design, comme celui de Tailwind par exemple. Donc je lui juste dis un truc genre comme ça quoi. Bam, vous voyez, il me donne bien un design. Et je peux enregistrer. Maintenant, regardez. Si je viens, je vais ouvrir notre code. Je vais juste ouvrir 404. Vous voyez que bon, là, il m'a donné un vilain design parce qu'il essaie de le faire en 404 parce que plutôt en Tailwind, alors qu'il a utilisé les classes Bootstrap et Tailwind dans du Bootstrap qui n'est pas permis. Donc, je ramène celui-ci. Si j'enregistre, je vais actualiser. Ah non, non. C'est normal, il faut que j'importe Bootstrap ici. Donc, je vais venir prendre Bootstrap dans notre navbar. C'est là, Bootstrap. Et je vais l'importer dans 404 pages ici. Voilà. Et si j'actualise, vous voyez, il me donne maintenant un 404. Est-ce que vous voyez? Il essaie de designer pour avoir un truc un peu plus joli à l'écran. Maintenant, moi, je vois que c'est pas trop mon genre. Ce que je vais lui dire, écoute, je vais prendre tout ça. Je vais lui dire CTRL-I. Il dit améliore ce design en le centrant au milieu. Voilà, de la page et ajoute une icône par exemple. Il va essayer de travailler sans que vous voyez que ici c'est l'IA, il fait tout pour toi en ce moment là. Je vais actualiser. Alors, je ne me vois plus. Voilà, il a fait ça, mais malheureusement il a mal centré, mais il m'a fait un truc plus joli à voir maintenant. Donc maintenant là, c'est à moi-même en tant que développeur de pouvoir enlever la version plus haut ici. Donc je peux venir ici au niveau du code, je vais voir Deflex ligne, Justify Center. VH, ça là c'est normal, c'est parce qu'ici il y a une fermeture qui n'est pas du tout bon. Voilà. Si j'actualise, bam, vous voyez maintenant, j'ai un design un peu plus cool. Qu'est-ce que l'IA a fait? Il m'a créé un truc un peu plus rapidement fait. Mais comme je l'ai dit, ça, c'est lorsque vous serez expérimenté que l'IA peut vous faciliter la tâche à faire comme ça. Donc, certaines tâches, au lieu que vous le fassiez encore vous-même, est-ce que vous comprenez? Vous demandez juste à l'IA, bon, c'est juste une page simple, au lieu que je me tape la tête à le créer, bon, écoute, fais-le moi. Par exemple, tel que les pages 404 là, vous voyez que c'est des petites pages, tu ne vas pas te taper la tête à créer ça. Donc, tu peux demander directement à l'IA de te le créer, basta. Les pages comme les politiques de confidentialité, les conditions d'utilisation de l'application, ça, vous pouvez demander à l'IA. L'IA connaît déjà comment ces pages-là sont structurées, il te colle, voilà, basta, tu avances. Oui. Ici, là, comme ça, le copilote, là, il est déjà dans notre VS Code. Donc, actuellement, on peut utiliser. Oui, il faut créer un compte. En fait,
Copilot a été intégré dans Visual Studio Code. Mais pour pouvoir avoir accès à Copilot, vous devrez créer un compte. En fait, vous devrez vous abonner. Essayez d'ouvrir ça, on va faire ça, on va voir ça tout à l'heure avec vous. Vous allez voir que si c'est la première fois, il va vous demander de vous abonner d'abord. Ça a ouvert? C'est ici. Ici d'abord. Ok, pourtant c'est déjà même bien. Je peux essayer de poser une question. Je vois, c'est ça. C'est juste ça. Non, le dernier. C'est Non. Voilà. Donc, essaye de poser une question. N'importe quoi. comment tu utilises? Juste une question comme ça. Je vais te montrer. Voilà, tu vois, comme c'est la première fois, il vous demande de vous inscrire dans votre compte, avec votre compte Git, parce que Copilot c'est pour Git. Comme vous avez déjà un compte Git, vous pouvez juste jouer. Voilà, autoriser. Et là, vous pouvez cliquer sur Ouvrir VS Code, il va automatiquement ouvrir. Désormais, Copilot est configuré dans votre truc. Là, il va essayer de rédiger Copilot. Donc, c'est tout. Tu dois mettre ton mot de passe pour te connecter. Mais tu es connecté sur ce navigateur, non? C'est là pour les gens. C'est sur quel navigateur tu es connecté? C'est sûr, c'est navigateur. Tu es connecté à Twitter? Mais comme il y a longtemps. Ouais, il a fait ça. Il a essayé de connecter. Voilà. Donc, désormais, vous avez Copilot installé sur votre télévision. Non, il peut être un truc hier là. Donc, il a dit, il n'a pas utilisé une couleur pour le chiffre 4. Tu vois, si tu rentres le chiffre 4 là, on va te ressortir une couleur ici. Donc, il a utilisé ton couleur. Ajout de la couleur. Ouais, il a précisé même pour ton ajout de la couleur pour le chiffre 4. Ah ouais. C'est quoi tu devais dire? C'était un truc là. On va faire là. On les a pas ça. Mais Quand il bosser sur les fonctions et puis les paramètres. Et vous avez les fonctions, paramètres, arguments, tout ça. Il revoyait ce qu'il nous a fait. Donc, vous avez compris. Mais je tiens à le redire. N'utilisez pas. Vous êtes encore en train d'apprendre. N'utilisez pas Copilot pour tricher. Mais utilisez-le pour l'apprentissage. Vous comprenez? Voilà. Vous êtes encore. Parce que comme j'ai dit, vous avez fait un code. Le code, vous avez des bugs, Là, vous pouvez aller sur Copilot et lui dire montre-moi, comme on l'a fait tout à l'heure, montre-moi les bugs de ceci. Il va vous montrer les bugs et comment les corriger. C'est que moi, il copiait le code et partait sur tag. GPT. Il venait. Là, comme ça, hier, ma fonction ne retournait pas, ça ne donnait pas un résultat. Donc, je suis venu le poser et puis il m'a expliqué. Donc là, désormais, au lieu d'aller chaque fois sur GPT, vous avez maintenant Copilot intégré dans votre VS Code. Notre cher monsieur Nathanaël n'a pas été présent, c'est à vous de lui montrer. C'est bon? Ok, maintenant nous allons travailler notre exercice GR. Donc vous avez compris, non? C'est pas en soi quelque chose de difficile. Donc je vais revenir sur notre code de delete qu'on avait fait hier, qu'on était en train de faire hier, pardon. Excusez-moi.
maintenant que ça fonctionne. Donc, quand je fais des là, comme ça, et puis je mets ici comme ça, de côté, ça fait un souci. Je lui explique que tu veux cette partie, change la partie, je copie comme ça. Je fais contrôle ici, copier ça s'affiche ici. Ok, une petite barre comme ça, je pousse là-dessus. Ok, d'accord. Contrôle plus. Vous avez la barre de copilote, quand il s'affiche en forme. Vous enlevez pas la barre de copilote. Quand vous avez fait ça comme ça. Non, on va ici. C'est ça. Contrôle I là. Contrôle I, vous faites close. Quand vous faites contrôle I comme ça. Quand ça s'affiche comme ça, si vous n'avez encore rien mis, vous tapez juste à, comment on appelle ça? À côté, ça va partir. Attendez. Ah. Normalement, même échappe, vous pouvez même appuyer même échappe. Excusez-moi. Voilà, vous appuyez échappe, ça va partir. Comprenez, non? Maintenant, si vous avez écrit quelque chose, vous mettez close. Ok, voilà, pour l'enlever. Close, ça va afficher close. Non, par exemple, regardez, quand je suis ici, quand j'écris, si je valide, vous voyez, non? Je peux cliquer, bon, là, c'est en train de faire, dès que ça fait, si je ne veux pas que ces modifications-là soient mises de côté, je vais faire close. Si je veux accepter les modifications, je fais accepter. Donc là, je fais close pour ne pas accepter les modifications. D'accord? Voilà. Je tiens à le redire, hein, utilisez-le que pour apprendre. Voilà. Je ne suis pas responsable si vous l'utilisez pour autre chose. Moi, je lui ai demandé comment je peux bien l'utiliser. Il m'a dit, je suis GitHub, copilote, un assistant de programmation. Voici comment je peux vous aider à analyser les codes, je peux expliquer le fonctionnement de votre code. Exact. Et pour identifier les problèmes potentiels. Je peux également modifier le code, je peux ajouter ou modifier les fonctionnalités dans votre fichier. Je peux générer des codes, je peux créer des composants de script ou des styles pour votre projet. Je peux créer des tests. Je peux générer des tests unitaires pour votre code. Je peux proposer des corrections si vous avez des erreurs, je peux suggérer des solutions. Je peux également répondre à vos questions. Je peux répondre à des questions sur HTML, CSS, JavaScript ou d'autres technologies. Dites-moi ce que vous voulez faire et je vous aiderai. C'est comme ça. Il est plus pour le code. Oui, puisque c'est intégré dans Visual Studio Code, c'est pour t'aider pendant que tu es en train de coder à aller plus vite. Parce qu'avant, vous savez, quand tu te plantes, tu es parfois contraint d'aller sur comment on appelle ça, les forums pour chercher les solutions, etc. Mais grâce à Copilot intégré directement dans Visual Studio Code, tu peux, comme j'ai dit tout à l'heure, avoir les correctifs, voir où se trouvent tes erreurs, comment les corriger, voilà. Et peut-être générer certains fichiers rapidement, par exemple comme les 404 qu'on a vu tout à l'heure, vous pouvez le générer rapidement. Les pages, en fait, vraiment que vous savez que bon, je ne veux pas perdre assez de temps là-dessus. Est-ce que vous comprenez? Lui, il peut vous proposer ça, il peut vous les générer rapidement, il va analyser vos codes, vous montrer, ah, tel code n'est pas assez pro, voici les améliorations appliquées peut-être pour rendre votre site un peu plus pro, responsive, etc., etc., etc. D'accord? Ok, c'est bon les amis. Ok, maintenant, on va terminer. Je vais démarrer Go Live. On va terminer notre fameux to-do list. Voilà. Nous allons faire maintenant la sous-pression. Donc, je vais ajouter tâche 1. Hier, on a fait la modification pour compléter. Oui. Pourquoi? Tu as fait quoi déjà? Ah bon? Ah bon? Le fichier envoyé là. Non, c'est pas grave. Aujourd'hui, on va faire du détour en question. Mais au moins, update. C'est que j'ai envoyé. Non, donc tu n'as pas pris ce que j'ai envoyé hier soir. Si, il y a tiré tout déjà. Parce que c'est ce que j'ai envoyé hier soir, en fait. Ça, c'est l'ancien, en fait. Il a envoyé hier soir. Parce qu'ils portent les mêmes noms. Bon, c'est pas grave, tu vas voir ça aujourd'hui.
Ok, donc je disais hier, nous avons fait, pour compléter une statue, aujourd'hui, nous voulons faire comment supprimer une statue. Plutôt une tâche, c'est-à-dire quand on clique sur le bouton supprimer, on ne veut plus le voir ici dans notre fichier. C'est bon? Ok. Ensuite, nous allons faire comment faire persister ces données parce que regardez, quand je fais ceci, je perds les données. À chaque fois que je relance, comment vous appelez ça? Le navigateur, je recharge la page, je perds carrément les données. Ce n'est pas ce que nous voulons. Nous, ce que nous, on a besoin, c'est qu'à chaque fois que je reviens sur ma page, je puisse voir les données, les tâches que j'ai déjà créées sous forme de sauvegarde. C'est bon? Bon, c'est quoi? S'il te plaît, tu peux manger moi la force là. Je commence à les perdre. Les bébés de Chinois là, ils nous font des trucs un peu compliqués. Ok. Excusez-moi. Ok, donc, ici, on va aller rapidement sur notre code. Hier, on a essayé delete to do, delete objet ID. Cette méthode-là ne supprime pas l'objet non entièrement, et plutôt supprime juste l'identifiant, c'est-à-dire la propriété de l'objet. Or, ce n'est pas ce que nous, on veut. Nous, ce que par contre, nous, on veut, c'est de supprimer dans table.js, est-ce que vous comprenez, l'objet qui a pour ID celui-ci. Donc, au lieu d'utiliser la méthode de find ici, qui permet de trouver, parce que la méthode find permet de trouver, est-ce que vous comprenez? Ici, on peut utiliser deux méthodes. On peut utiliser la méthode splice, qui nous permet de supprimer un élément dans le tableau, tout comme on peut utiliser une méthode un peu plus particulière de ES6, qui est la méthode filter, qui permet de filtrer un tableau. Donc, par exemple, si vous voulez filtrer un tableau, on utilise la méthode filter. On est d'accord? Donc, ici, ce que je vais faire, au niveau de find ici, je vais juste remplacer filter comme ça. Ok? Quelle est la différence entre find et filter? Find trouve juste un élément que vous êtes en train de chercher. Il ne retourne que le premier élément trouvé. Est-ce que vous comprenez? Par contre, filter, oui. Par contre, filter, lui, il va retourner tous les éléments du tableau correspondant à la condition. Est-ce que vous comprenez? Donc, tous les éléments qui correspondent à la condition qu'il va trouver dans le tableau, il va vous le retourner. Contrairement à find, lui, il va retourner juste le premier élément qui correspond à la condition. C'est pourquoi find est utilisé que lorsque vous voulez trouver un seul élément. Par exemple, dans notre cas d'hier, comme on voulait juste éditer un élément, on a fait find parce que c'est juste l'élément qu'on avait besoin. Mais si vous avez plusieurs éléments à retourner, vous utilisez la méthode filter. C'est bon? Plusieurs éléments. Maintenant, nous, dans notre cas, nous, on veut juste récupérer les éléments. Ici, comme on veut supprimer, on veut retourner les éléments dont l'ID ne correspond pas à cette ID-là. Ça veut dire quoi? Si on retourne dans ce cas-là comme ça, il va nous retourner que notre élément. Or, nous, on veut avoir un tableau qui n'a pas cet élément-là, en fait, qui n'a pas cet objet. Est-ce que vous comprenez? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Voilà. Un tableau qui n'a pas cet objet-là. C'est-à-dire, puisqu'on veut le supprimer du tableau, donc la méthode filter, on va demander à la méthode filter, écoute, affiche-nous les objets de notre tableau, mais dont l'ID ne correspond pas à cette ID-là. Ce qui va faire quoi? Comme find. Filter, contrairement à find retourne un objet, mais filter retourne un tableau. Parce qu'il y aura plusieurs éléments à l'intérieur. Donc, il va nous retourner un tableau qui ne va plus contenir l'élément recherché. Vous comprenez? Voilà. Donc, par exemple, ici, au lieu de faire égal, on va faire différent comme ça pour dire retourne-nous un nouveau tableau dont cet élément-là n'existe pas en fait. C'est-à-dire que va trouver en d'autres termes, on lui dit va trouver dans le tableau les objets qui ne correspondent pas à cette ID. Vous comprenez? Et donc, lui, il va aller rechercher, cet élément correspond, donc je le mets de côté. Ça ne correspond pas, j'ajoute. Et donc, ici, il va nous donner un nouvel tableau. On va dire new table.
bien, nouveau tableau. Il va nous retourner un nouveau tableau. Est-ce que vous comprenez? Qui ne va pas contenir les données notre ID. Ok. Maintenant, je peux directement ici, écoutez, je peux directement faire display to do de nouveau tableau. Vous allez voir qu'il va le supprimer. Mais on va tomber sur une petite erreur. Là, on doit tester un nouveau tableau. Existe bel et bien. D'accord? Mais par contre, ici, on va tomber sur un petit problème. C'est quoi le petit problème que nous allons tomber? Nouveau tableau. Quand table JS, quand la méthode filter, est-ce que vous comprenez, va nous renvoyer le nouveau tableau, c'est une très bonne chose. Mais, nouveau tableau n'est pas lié à table JS. Ce qui fait que, si on ajoute un nouvel élément, le premier élément là va encore être restauré. Regardez, on va le faire en pratique devant vous. Je supprime celui-ci, je laisse ça comme ça. D'accord? Je vais le faire en pratique devant vous. Je viens ici, je vais ajouter une tâche 1, je vais ajouter tâche 2, c'est bon. Je vais ajouter tâche 3, je vais ajouter au moins 4 tâches, j'ajoute tâche 4. On a bien les 4 tâches. Je vais venir ici supprimer tâche 2. On n'en a plus. C'est bon. Mais regardez, je vais venir ajouter tâche 5 maintenant. Bam, tâche 2 revient. Est-ce que vous voyez? Et pourtant, je viens de le supprimer. Mais pourquoi tâche 2 revient? Là, je vous pose la question. J'ai supprimé tâche 2. Mais pourquoi ce même tâche 2, quand j'ajoute tâche 5, il revient? Qui peut me donner la réponse? Je vous écoute. La réponse. Lorsqu'on ajoute, il récupère en plus de ça l'élément supprimé. Oui, mais pourquoi? Pourquoi l'élément supprimé est à nouveau récupéré? Ça ne devrait pas normalement être récupéré. Pourquoi cet élément est à nouveau récupéré? Monsieur Nathanaël. Normalement, en fait. Oui, il dit filter, retourne un tableau. Ok. Il retourne un tableau, c'est le nouveau tableau. Donc, il y a le nouveau tableau sans retourner l'identifiant en question. Ok. L'entrée en question. Puisqu'ici, on a dit, il nous retourne un tableau qui ne contient pas cet objet-là, en faisant différent. C'est-à-dire, il va voir tous les éléments qui sont différents de l'élément supprimé, il va les retourner, sauf l'élément qui doit être supprimé. Mais pourquoi l'objectif, la question, c'est que pourquoi quand je fais un nouveau, je pousse à nouveau un nouveau tableau, j'ai encore l'élément que j'avais supprimé. Normalement, ça ne devrait plus apparaître. Pourquoi? Je vous pose la question. Pas de suite. Est-ce qu'on lui a demandé d'afficher sans l'élément? Oui, regardez. Si je viens ici, je supprime l'élément 4. Je le supprime. Ça n'existe plus. Puisque mon tableau HTML est bien mis à jour pour montrer que l'élément 4 a bien été supprimé. Mais par contre, quand j'ajoute l'élément 6, tâche 6, bam, tâche 4 revient. Et pourquoi tâche 4 revient? Alors qu'on l'a déjà supprimé. Parce que quand on supprime quelque chose, on le supprime. C'est simple. En fait, je vous ai dit tout à l'heure que la méthode filter va vous renvoyer un nouveau tableau selon la condition que vous lui avez demandé de faire. Et si la condition qu'on a demandé de faire, c'était de nous retourner un tableau qui ne contient pas l'élément supprimé. Et donc, il nous retourne un nouveau tableau avec les anciens éléments, sauf l'élément que nous voulons supprimer. C'est bon? Ok. Et on dit display to do de nouveau tableau. Mais par contre, lorsque nous on fait l'ajout d'un tableau, qu'est-ce que nous on fait? On n'appelle pas nouveau tableau. On appelle table JS. C'est table JS que nous faisons quand on fait to do ici, add to do ici. Vous voyez que c'est table JS qu'on lui demande d'afficher, de faire la mise à jour de notre table HTML. Or, table JS, lui, il contient quoi? Table JS contient tous les objets qu'on lui avait déjà créés. Parce que la méthode filter ne supprime pas table JS. Il récupère juste dans table JS les éléments qui ne correspondent pas à la condition.
Est-ce que vous comprenez? Mais table JS reste intacte, telle qu'elle. Ok? Donc, ce qui fait que quand on retourne à nouveau table JS, il dit, ok, moi j'ai bien votre objet. Pour moi, je n'ai jamais supprimé cet objet-là. Donc, il le retourne. Vous comprenez? Donc, dans ce cas-là, pour pouvoir éviter que table.js nous retourne les anciennes données, il faut faire quoi? Il faut mettre à jour table.js. C'est-à-dire, une fois qu'on a supprimé un élément, on doit faire une mise à jour de table.js pour montrer à table.js que cet élément-là vient d'être supprimé. Vous comprenez? Parce que table.js, lui, il en a. Mais on doit lui dire, écoute, cet élément vient d'être supprimé, donc retire-le toi aussi. Mais alors, on fait une mise à jour comment? C'est aussi simple. Pour pouvoir faire cette mise à jour, vous tapez juste, je mets ça en commentaire, excusez, on met à jour table JS, ok, pour qu'ils prennent en compte l'objet supprimé. C'est bon comme ça, non? Que vous puissiez mieux comprendre. Donc, comment est-ce que je vais faire pour mettre à jour table JS? C'est tout simplement en faisant table JS égale à nouveau tableau. C'est tout. C'est tout. C'est pas en soi difficile. C'est-à-dire, le nouveau tableau que nous avons fait la mise à jour de table JS. Ce qui fait quoi? Regardez à l'écran, par exemple, je n'aime pas l'utilisation du rouge là. Vous voyez que pour supprimer ça, c'est clairement. Je ne sais pas pourquoi les blancs là avaient créé l'encre rouge comme ça. Le noir suffisait. Regardez. Ici, je prends l'exemple de la basique. On a notre premier tableau qui a tâche 1. C'est ça, non? Tâche 2, etc. Tâche. Ça, c'est table JS. On lui dit, on veut supprimer tâche 2. Donc, le nouveau tableau, lui, il a tâche 1, tâche par exemple 3, vu qu'on a supprimé tâche 2, et etc. Mais qu'est-ce qui se passe? Tâche 1 reste comme ça. Parce que ce n'est pas tâche 1 qu'on a supprimé. Vous comprenez? Le tâche 2, le tableau tâche 2, lui, il est mis à jour. Le nouveau tableau a la mise à jour qu'il faut. Mais tâche 1 n'est pas informé de cette mise à jour. Donc, pour pouvoir dire à tâche, comment vous appelez ça, à table JS, qu'il y a eu une mise à jour ou bien il y a eu une suppression, en ce moment-là, ces éléments de tâche 1, on doit amener ça sur table JS. Donc, on est égal à tout ça. En d'autres termes, qu'est-ce que table JS va faire? Il va supprimer ça, il va maintenant avoir cette variable. Il va avoir maintenant désormais ces données-là. Ça, le premier tableau est retiré, c'est le deuxième tableau qui est maintenant pris en compte. Et cette fois-ci, quand vous ajoutez une tâche, vous allez voir qu'il n'y aura plus la tâche supprimée. Parce que dans le nouveau tableau, il n'y a pas cette tâche-là. Exact. Il récupère le nouveau tableau qui contient bien la condition. C'est bon? Vous avez compris maintenant? Ok. Maintenant, testons pour voir. Regardez. Ici. Pardon, non. Merci. J'enregistre parce que ça doit supprimer. Je vais ajouter tâche 1, tâche 2, tâche 3, par exemple. Maintenant, ici, si je supprime tâche 2, je l'ai supprimé. OK? Maintenant, je vais venir ajouter tâche 4. Ah, excusez-moi, j'ai fait une bêtise. Ici, je dois ramener table JS. Display to do de table JS. OK. C'est bon. Je dois ramener table JS comme ça. Et on va voir. OK. Tâche 1. Tâche 2. Tâche 3. C'est bon. Je supprime tâche 2 de la liste. J'ajoute tâche 4. Pourquoi tâche 2 là revient encore? Ça devrait normalement pas revenir. Attendez, je vais actualiser ça. On va réessayer. Tâche 1. Tâche 2. Tâche 3. C'est bon. Je supprime tâche 2. Et je fais tâche 4. OK. On voit que ça nous donne toujours tâche 2.
Or, ce n'est pas ce que nous voulons. Est-ce que vous voyez? Donc, ça veut dire qu'on a une petite erreur. Ici, c'est que je vais faire console log, que nous puissions voir où se trouve cette erreur-là. Ce que je vais faire ici, quand on supprime un tableau, d'accord, on va lui dire, tu vas nous renvoyer console.log, excusez-moi, console.log de quoi? De table JS. C'est bon? C'est-à-dire, je dis, tu nous renvoies console.log de table JS parce qu'on veut voir table JS là possède quoi exactement. Normalement, excusez-moi, ça doit faire une mise à jour, mais ça ne le fait pas. Allez sur add to là, il y aura quelque chose. Oui, ici. Ici, là, c'est normal. C'est bon? On va gérer ça tout à l'heure, ne vous en faites pas. Ok, j'enregistre. Je viens ici. On va essayer de voir en console ce qui se passe. Je supprime. J'ajoute. Si je clique sur tâche 1, on a bien ce tableau-là. Vous voyez que ici, le tableau qui nous est renvoyé n'a plus du tout tâche 1. Mais pourquoi quand j'ajoute tâche 3, il me ramène encore tâche 1? C'est ça le plus grand problème que nous devons trouver. Pourquoi tâche 1 est à nouveau renvoyée alors que nous venons de le supprimer? En réalité, ça ne devrait plus fonctionner en fait. Est-ce que vous voyez? Pourquoi ça a été créé comme ça? Ici, nous devons voir où se trouve le problème. Du moment que je suis en train de mettre table JS à jour, normalement, ça ne devrait plus faire cette erreur-là. Et alors, on va tester pourquoi ça nous fait cette bêtise. Attendez, on va aller sur display, sur notre fameux main.js. On a bien table.js qui est là. On a add to do, c'est bon. Au niveau de display to do, on a bien table.js qui est là. C'est ça, non? Ce que je vais faire ici, je vais faire un console log ici. Pour voir qu'est-ce qui se passe réellement. D'accord? Je fais un console log de quoi? De table.js. Donc, au niveau de delete, je vais le supprimer. Tout ça, ce sont des erreurs. Vous voyez comment on les corrige au fur et à mesure. Hein. Normalement, ça devrait faire une mise à jour, mais je ne sais pas pourquoi cette mise à jour n'y arrive pas. Mais c'est pas grave, on va y trouver la solution tout à l'heure. Tâche 1. Tâche 2. On a bien notre console qui s'affiche. C'est bon. Si je fais supprimer de tâche 1, il nous montre bien que ça a été supprimé. Maintenant, je vais ajouter tâche 3. Il nous renvoie encore tâche 1 et on doit voir pourquoi ce phénomène-là se produit. Vous voyez, non? Pourquoi ce phénomène-là se produit? Pourquoi ça se produit? Pourquoi ça se produit? Bon, c'est pas grave, on y reviendra plus tard. On va d'abord avancer. C'est bon? On va d'abord avancer. On va y revenir, on va voir pourquoi, malgré que je suis en train de mettre table.js à jour, pourquoi ça ne marche pas. Pourquoi il ne fait pas la mise à jour normale, la mise à jour de table.js ici. Normalement, il doit faire une mise à jour de table.js. En réalité, nouveau tableau. On va voir ça. Ici, vous pouvez même demander à Copilote de vous montrer pourquoi cette erreur-là se produit. D'accord? On va voir ça plus tard. Donc, ici, c'est qu'on va d'abord faire. Ici, on a vu déjà comment utiliser la méthode filter pour pouvoir faire le tri ou bien filtrer nos tableaux. Ce que je veux par contre qu'on ajoute maintenant, c'est d'avoir un petit, comment on appelle ça, un petit champ ici qui va nous permettre de pouvoir filtrer les tableaux, non pas pour supprimer, mais cette fois-ci pour, par exemple, rechercher juste un élément dans le tableau. Parce que pour pouvoir voir, je prends un exemple classique,
Vous pouvez avoir par exemple un tableau de 1000 éléments. Mais on a besoin de rechercher la tâche par exemple de 100 pour savoir est-ce que la tâche 100 a été accomplie ou pas. Est-ce que vous comprenez? Comment est-ce qu'on peut faire cela? On est d'accord? Il y a comme un bouton de recherche. Exact, comme un bouton de recherche. C'est bon. En ce moment-là, ce que je vais faire, je vais revenir au niveau de index HTML pour ne pas trop traîner. Donc tout doux, ou comment je vais juste copier ça. J'ai juste besoin de ça là. Et avant le tableau ici, donc tout en bas ici, je vais faire un commentaire, voilà. Je vais dire ici recherche ou filtre pour que vous puissiez comprendre, d'accord? Et je vais faire un petit div de row pour ne pas que ça puisse être trop gros. Ensuite, je vais coller ça. Ici, je vais lui donner colonne, tiret, lg, tiret, genre, excusez-moi, genre 4. Et je lui donne texte end, que tu t'affiches à la fin. Voilà, on a genre bouton comme ça, on voit un genre champ comme ça. Mais je n'ai pas mis le bouton ici, hein. Vous voyez, je n'ai pas mis de bouton. Si vous voulez pousser ça après, bon, c'est à vous de faire ici, justify, content end. On le pousse à la fin comme ça, comme on voit dans les vrais sites. Donc l'objectif, c'est que quand je vais commencer à écrire, il doit filtrer les tâches pour ne afficher que les tâches correspondant à mon filtre. Est-ce que vous comprenez? Ici, l'objectif c'est quoi? Je vois quand tu es dans par exemple sur Jumia, quand tu commences à saisir par exemple ici le produit, il t'affiche la liste des produits qui correspondent à ça en fait. Ok? Exactement, c'est ce que nous voulons ici. C'est-à-dire, dans le tableau, j'aurai des tâches. Mais si je suis en train de rechercher par exemple tâche 10, dès que je vais commencer à mettre tâche 10, il va m'afficher que la tâche 10 et non les autres tâches en fait. Est-ce que vous comprenez? C'est ça l'objectif. On va finir ici. Ensuite, on va faire comment persister les données pour que quand on réactualise la page, on voit vraiment nos données à l'affichage. C'est bon? Ok. Donc ici, quelle méthode on va utiliser si je vous pose la question? Là, récupérer les ID. Oui. Ici, on n'a même pas forcément besoin de récupérer les ID. Ici, on va faire un filtre qui va filtrer deux fois. Il peut filtrer les tâches qui ont été complétées ou bien la tâche qu'on est en train de rechercher. Donc, pas besoin de forcer à faire un ID. ID nous a permis de supprimer et de modifier une tâche. Parce que ça, c'est modifier une tâche spécifique. Est-ce que vous comprenez? Mais ici, on veut récupérer la liste des tâches qui correspond aux critères que nous sommes en train de chercher. Par exemple, compléter ou non. Est-ce que vous comprenez? Alors, on fait comment? Je vous pose la question ici. Je vois, c'est qu'on va créer encore un module, non? C'est ça, non? Exact. Donc, on a le tableau. C'est dans le tableau qui doit les filtrer. Exact. Donc, si on crée le module, on va rattacher d'abord à main. Et puis maintenant, à l'intérieur, on va dire, je ne sais pas quoi. D'abord, il faut qu'on récupère la valeur du champ. Exact. Mais je veux que la valeur du champ soit récupérée au moment de la saisie. C'est-à-dire, quand je suis en train de saisir, je vais vous prendre un exemple, que vous puissiez comprendre ce que je dis. Par exemple, de ceci. Regardez, si je viens dans le champ de saisie ici, dès que je me mets à saisir, je prends un exemple, Samsung. Vous voyez, il m'affiche uniquement les Samsung. Vous voyez, non? Alors que vous n'avez pas encore fini de taper, c'est ça? Voilà, je n'ai même pas encore fini de taper, il ne m'affiche que les Samsung. Si je retire tout ce qui est Samsung, je mets par exemple iPhone, il me recherche et il m'affiche uniquement les iPhone. Donc il fait le filtre dans la base de données et il me redonne que les éléments que je suis en train de rechercher. Et c'est exactement ce que nous voulons faire dans notre cas ici. Je me mets à saisir, il rentre dans le tableau JS, il va rechercher quel est le fichier ou bien quelles sont les tâches, les objets qui correspondent à la recherche. Alors on fait comment? Pour enlever les trucs là que j'aime pas trop,
Vous faites juste ici, vous ajoutez juste shadow, non. Pour enlever les... Vous voyez là, quand je clique, il n'y en a plus l'ombre là. Ok. Comment on va le faire? Donc ici, déjà, je lui donne un ID. L'ID, ça sera filtre. Ok. C'est simple. Regarde. Je vais créer un module, comme tu as dit tout à l'heure, au niveau de module ici. D'accord? Je crée un module qu'on va appeler filtre.js. C'est bon. Je crée un module filtre qui va nous permettre de pouvoir filtrer les données. Je vais dire ici, on filtre les données. C'est bon. Ou bien on recherche, etc. Tout dépend que de vous. C'est bon. Donc, mettez ok. déjà à côté, on filtre ou recherche les données. Voilà, on filtre Ou recherche les données. C'est bon. Excusez-moi. Donc ici, ce que je vais faire, c'est quoi? Je crée déjà un module export. Le const filtre. Bon, moi je donne les noms comme ça. Après, comme j'ai dit, c'est à vous de donner les noms comme bon vous semble. Filtre ici va prendre quoi? Il va prendre notre table JS, parce que c'est dans table JS que nous filtrons les données, bien sûr. Ok? Ensuite, dans ce table JS, c'est que moi je vais lui demander ici, c'est quoi? C'est de faire un const, ok, de mon champ input, parce que c'est le champ que je vais récupérer ici, est égal à document.getElementById de filtre. C'est comme ça qu'on l'a appelé. C'est ça, non? Ok. Maintenant, ici, comme je veux que c'est pendant la saisie, alors qu'est-ce que je vais faire? Je dois écouter quel événement ici? L'événement click nous permet d'écouter lorsqu'on clique sur un bouton. Submit, c'est quand on soumet un formulaire. Mais ici, nous, on veut récupérer ce que l'utilisateur saisit au moment où il est en train de saisir. Alors, pour pouvoir faire ça, on utilise un événement change. C'est-à-dire, à chaque fois que la valeur de mon champ change, tu me l'affiches. Tu me le récupères. C'est un événement qui se passe que sur les inputs, on change. Bon, vous pouvez le faire aussi avec autre chose, mais c'est beaucoup utilisé que sur les inputs en fait. C'est-à-dire on suit c'est que le changement de la valeur de notre input. Ok? Donc ici c'est qu'on va faire, on va rattacher à notre input cet écouteur d'événement. Donc input. Moi j'ai une question. Oui. Quelle est la différence entre on change dont vous parlez présentement et puis clic? Non, pas clic. Comment on appelle ça? On change ici, c'est l'écouteur d'événement. Oui. Je vais dire par rapport à get value là. Ok, get value, c'est pour récupérer la valeur. Ça, c'est après avoir tout saisi en fait. Exact. Une fois que vous avez saisi, vous récupérez la valeur avec value. Parce que la propriété, ou bien l'attribut qui contient la valeur du champ de saisie, c'est value. C'est ça l'attribut qui contient. Mais par contre, onChange, c'est un écouteur d'événements qui vous permet de rester à l'écoute des changements qui se passent au niveau de votre champ. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y a un changement, vous pouvez d'écouter les changements qui se passent au niveau du champ. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y a un changement, ça veut dire quelque chose qui a changé, vous écoutez ça en fait, vous restez à l'écoute. Vous comprenez, non? C'est comme si vous faites du temps réel sur un champ en fait. C'est bon? Ok. Donc ici, on va faire input.addEventListener de quoi? De l'événement change. Maintenant, ici, là, vous avez dit un truc que je n'ai pas pu noter la dernière fois. Il y a un truc que vous avez dit ici, qu'il ne faut jamais, que c'est toujours quelque chose, c'est pas c'est toujours un event listener qu'on doit toujours utiliser. Quand vous faites des modules. Voilà. Quand on fait les modules, qu'est-ce qu'on va faire? C'est add event listener qu'on utilise on n'utilise pas les on-click. On n'utilise pas les on-click. Les on-click, Oui, on va les utiliser quand on parlera de React. Parce que React gère ce qu'on appelle par des étapes. Mais lorsque vous travaillez que sur du HTML, CSS et JavaScript pur, et que vous travaillez avec un système de modules, le on-click ne marche pas, sauf si vous ne travaillez pas avec les modules. C'est bon? C'est ça l'événement en fait. L'événement change. Donc ici on lui dit add event listener, donc dire reste à l'écoute de l'événement change. C'est-à-dire de chaque fois que input va avoir un changement. Vous comprenez? Ok. Donc
virgule. Et comme on nous renvoie toujours un callback, ici, pas besoin de mettre un E, parce que ce n'est pas, comment vous appelez ça, ce n'est pas un submit, c'est juste un change, donc ça ne va pas rafraîchir notre page. C'est bon? Change. On change, c'est quand vous l'écrivez dans le input. Mais quand vous appelez ça avec add event listing, on dit change. C'est bon? Ok. C'est bon? Ok, donc. Ici, excusez-moi. C'est qu'on va faire maintenant ici, on va déjà mettre d'abord en console. On va dire console.log pour que vous puissiez voir ce que je suis en train de dire. Regardez, console.log, je vais mettre input. Cette fois-ci, je récupère sa propriété value. Est-ce que vous voyez? Ici, je mets, tu vas rester à l'écoute et tu me donnes la valeur saisie de l'utilisateur. Je le mets d'abord en console pour que vous puissiez voir ce que ça donne. C'est bon, les amis? Ok, j'enregistre et je dois appeler donc la valeur. Mais n'oubliez pas ce que je vous avais dit de toujours faire un if. Le champ input existe. D'accord? N'oubliez pas ça, les amis. Si le champ input existe, ok, tu vas nous les afficher comme ça. C'est bon? Ok. Et donc, ici, ce que je vais faire, je dois rattacher le module filtre à main.js pour que ça puisse prendre en compte. Donc ici, je vais faire ceci, on va dire, pour filtrer les objets. Ok, donc c'est filtre qu'on va appeler. Ok, et filtre prend table.js comme paramètre. Je m'assure bien que tout est bien passé. Parfait. Ok, vous voyez que ici j'appelle filtre dans main.js, mais je me suis bien assuré. Je peux fermer edit, je peux fermer add to do. Pour l'instant, on n'a pas besoin. Je laisse delete parce qu'on y reviendra sur le problème de suppression là. Donc pour l'instant, je le ferme d'abord. Donc vous voyez qu'au niveau display aussi, on n'en a plus d'abord besoin. Au niveau ici, vous voyez que j'ai bien testé. Si input existe, alors ce qu'il va faire, c'est quoi? C'est de m'afficher la valeur à chaque fois que l'utilisateur va faire une modification. D'accord? Et donc j'enregistre, regardez. Cette fois-ci, je vais ouvrir console log. Donc on est bien dans notre console ici. Maintenant regardez, je vais me positionner ici. Si j'écris, je dois réactualiser, excusez-moi. Ok. Si je commence à écrire, pourquoi rien ne s'affiche? Ça devrait normalement marcher. Je comprends un peu le truc là. Ça devrait marcher. Aucun console log ne fonctionne. Pourquoi? Oui, j'ai enregistré. Non, est-ce qu'on a enregistré quelque chose au niveau de la tâche? Quoi? Ici? Si je lui ai donné filtre comme ID, c'est là. Ça devrait marcher en réalité. Attendez. C'est quoi? Non, ça c'est quand tu as déjà rempli les trucs. Ça devrait normalement marcher, je sais pas. Je vais faire une chose. Écoutez, je vais faire une chose rapidement. Pourquoi console log là ne marche pas? Ça devrait normalement marcher. Tout est correct, ça devait marcher en réalité. Je sais pas aujourd'hui il y a quoi avec les connards là. Normalement quand vous commencez à écrire, on devrait avoir console log ici affiché. Je sais pas quoi. Ça ne marche pas du tout. Non, c'est pas parce que vous devez. Non. Ça veut dire il essaie de se rattacher avec le formulaire. Ça n'a rien à voir en fait. Vous voyez, ça n'a rien à voir. Ouais, non. Parce que quand il nous envoie encore en haut là-bas. Non, ça c'est quand j'appuie sur entrée. Vous voyez là, ça commence à fonctionner, mais je dois appuyer sur entrée. En fait, je dois appuyer sur entrée. Ah, c'est pas ça, c'est que moi je veux.
Là, il me faut. Ah, exact, c'est l'événement change en fait que je suis en train de parler. Vous voyez, quand je suis en train de saisir, rien ne se passe. Mais par contre, quand je fais tâche 1, je fais ça, là ça marche. Donc c'est pas ça que je veux. Exact. C'est pas ça que je veux. Moi je veux pendant la saisie, c'est l'événement change que j'ai mis ici normalement qui devrait fonctionner, mais je sais pas. Je comprends pas en fait. Est-ce que comment on appelle ça? Mettez d'utiliser input seulement, on va voir quelque chose. Au lieu de faire input point value là. Oui, même ça aussi tu peux le faire. Dans le faire, tu peux faire console de input.value sans utiliser l'événement change comme ça aussi. Je crois bien aussi ça peut aussi marcher. Regardez. On va essayer pour voir. Comme ça aussi sans utiliser l'événement value change, ça peut aussi marcher. Mais ça marche pas toujours. Ça marche pas. Il faut forcer un écouteur d'événement. Et c'est l'écouteur d'événement que j'aime. Mais pourquoi tu marches pas? Attendez, je vais trouver cette solution-là rapidement. Je comprends pas le truc là. On a bien l'événement. Ça devrait normalement marcher. C'est l'événement change. Essayez d'enlever celui qu'on va voir. Attendez. Je vais chercher, je vais d'abord faire l'événement input pour voir l'entrée. D'accord? Parce que si change ne marche pas, l'événement input aussi peut marcher. C'est les deux types d'événements qui fonctionnent un peu similairement. Tu dis? Alors là, ça marche. Vous voyez, non? Donc, c'est l'événement, il a voulu de l'événement input. Parce que si l'événement change ne marche pas, vous pouvez utiliser l'événement input. Tu dis quelle valeur? Je n'ai pas. La parenthèse. Oui. Il n'est pas fermé là. On peut la laisser. Quelle parenthèse? Oui, elle est tout ça. Ici? Oui. C'est fermé. Il n'y a pas de entre griffes. Ok. C'est ça, c'est fonction fléchée. C'est bon. Donc, si vous faites l'événement change et que ça ne marche pas, vous prenez l'événement input. C'est bon pour dire que lorsqu'il y a des entrées, tu nous l'affiches à l'écran. C'est bon? Okay. Ici. Voilà. Si j'entre, tâche, tu vois, à chaque fois. Oui, c'est comme ça. En fait, à chaque fois que je me mets à saisir, il m'affiche ce que je suis en train de faire. Au fur et à mesure, Voilà. c'est ce qu'on vous appuie en Exact. Et puis prendre la Non. dernière valeur. Voilà, jusqu'à ce que je finis. En fait, jusqu'à ce que je m'arrête, en fait. Vous voyez, non? Voilà. Il récupère tout ce que je suis en train de saisir. Sans même appuyer entrée, le fait que la valeur, l'écouteur de l'événement input, ça me permet, comme j'ai dit, de récupérer à chaque fois que je saisis. Il essaie de. Ah, tu as déjà saisi T, je te l'affiche. Tu as saisi ceci, je te l'affiche. Comme je me dis, ça fait un genre temps réel, ça suit tout ce que vous êtes en train de faire. D'accord? Ok. C'est bon pour tout le monde? L'événement change. Oui, l'événement change ou input. Ok, c'est égal à input aussi. Voilà. Voilà. Il suit les modifications apportées à un champ de saisie. Il suit les modifs. Apportés à un champ de saisie. À temps réel. C'est bon? Ok. Maintenant, ici c'est bon, on peut voir que nous récupérons bien les valeurs saisies. Mais notre objectif c'est quoi? C'est de pouvoir, regardez ici les amis, quand je suis en train de saisir, quand même je saisis T, ça m'affiche T. Or, cette méthode de faire n'est pas bon si vous voulez simuler un filtre temps réel. Est-ce que vous comprenez? Il faut toujours récupérer à partir minimum de 3 caractères. C'est-à-dire que par exemple, quand j'appuie par exemple tâche, à partir peut-être de tac comme ça, il peut aller faire filtre. Pourquoi en fait minimum 3 caractères? Vous pouvez aller jusqu'à 5, tout dépend de vous. Ça permet de récupérer les bonnes données. Parce que imaginez si je fais T, des bonnes données. Parce que imaginez si je fais que T comme ça. Et que
dans j'ai 100 éléments dans mon tableau où il y a T. Vous voyez que tout ça va s'afficher. Alors parfois, ce n'est pas ce que je veux. Et je veux par contre que ceux qui commencent à partir de 3, est-ce que vous comprenez, qui contiennent, vous comprenez, non? Les 3 caractères qui contiennent. Ok? Voilà. Donc, pour pouvoir faire cela, ce que nous, on va faire, c'est quoi? C'est de faire if, c'est bon, input, point length. Ici, on va récupérer la longueur, point value, pardon, point value, point length. Ok? Est supérieur à 0. Donc ici, c'est que vous faites, vous récupérez la valeur de l'input et sa longueur. Et vous dites si c'est supérieur plutôt à 3, alors tu vas nous afficher ceci. Oui, tu peux mettre supérieur ou égal si tu veux, c'est-à-dire supérieur ou égal à 3. Ok? Donc ici, je vais le mettre comme ça. Comme ça. Ok? Donc ici, on dit, tu nous affiches en console que les valeurs qui sont supérieures ou égales à 3. Donc, on va tester. Ici, si je mets T, je n'ai plus rien qui s'affiche à l'écran. Vous voyez, non? Il n'y a plus rien. Quand je mets A, rien. Mais quand je mets C, comme c'est 3, il m'affiche maintenant les 3 caractères. Et là, il peut m'afficher tout ce qui, puisqu'on a dit supérieur ou égal à 3. Vous voyez là, cette manière de faire, ça vous évite beaucoup de choses. C'est bon? Ok. Gloire à Dieu, on a terminé cette partie. Qu'est-ce que je fais? Maintenant, ici c'est bon, on a récupéré la longueur. On teste bien que la longueur de notre input.value est supérieure ou égale à 3. Maintenant, on va faire notre filtre ici. Donc, notre filtre va consister, comme j'ai dit tout à l'heure, à tester 2 choses. Le nom qu'on est en train de saisir, ou si c'est complété ou si ce n'est pas complété. Bon, après, vous pouvez faire 2 filtres. C'est-à-dire un filtre pour filtrer par nom et un filtre pour filtrer si c'est complété ou si ce n'est pas complété. Bon, on va faire ça pour être un peu plus simple. Donc là, on va d'abord faire pour filtrer que par nom. C'est-à-dire que quand par exemple j'écris tâche 1, s'il y a les tâches 1 qui existent, on ne m'affiche que les tâches 1. Si par exemple je fais tâche développement, si on a... Est-ce que vous comprenez? C'est bon? Ok. Donc pour pouvoir le faire, ce que je veux faire, tout à l'heure nous avons parlé de la méthode filtre avec vous. Donc là, je vais vous mettre en commentaire pour vous permettre à la maison de vous retrouver. On utilise... Hein? On utilise l'écouteur d'événements. On écoute d'événements input pour écouter en temps réel. Je mets ça pour voir en temps réel. C'est bon. Les changements. Excusez-moi. Les changements saisis par le champ input. Le changement saisis, c'est tout. OK? Ici, je vais mettre en commentaire, je vais lui dire, on limite le filtre qu'à partir de 3 entrées. C'est bon? Dans le champ de saisie. OK. Donc, je fais ça pour que vous puissiez vraiment mieux comprendre lorsque vous allez faire les répétitions à la maison. OK. Maintenant, ce que je vais faire ici, c'est quoi? Excusez-moi. Ici, je vais faire donc la méthode filter. Et on a dit tout à l'heure que la méthode filter va faire quoi? Va ramener notre élément. Et déjà ici, je vais dire, OK, écoute, si input n'est pas supérieur ou égal à 3, je veux que tu m'affiches tout mon tableau. Donc, else, tu vas m'afficher tout le tableau qui existe. Et on a dit, c'est display, c'est ça, non? Display to do qui prend table JS. Donc ici, c'est lorsque, donc, voilà, on ramène, ok, c'est quoi? C'est maintenant que je suis en train de comprendre le système. Le
externe. Ok. Parce que quand vous êtes rattaché à tout e-commerce, à votre application Ah. e-commerce, là, c'est là mon esprit c'est. Ok. Donc ici, on va dire on ramène quoi? Ici, on va dire on ramène la liste complète. Sans filtre. Ok. Donc ici, si la valeur que l'utilisateur a saisie n'est pas supérieure ou égale à 3, ça veut dire ne contient pas 3 caractères, on affiche toutes les données. Ça veut dire que le filtre ne marche pas encore, on affiche toutes les données. Mais dans le cas où c'est supérieur ou égal à 3, en ce moment-là, on procède à notre filtre. Donc, je vais faire un commentaire. On procède au filtre. C'est bon? Et donc, pour pouvoir procéder au filtre, on a dit que la méthode filter nous permet de pouvoir filtrer les données selon une condition donnée. Lorsqu'on a fait delete, on a fait qui nous ramène les éléments qui dont la condition ne correspondait pas. Mais ici, on veut plutôt que la condition puisse correspondre. Est-ce que vous comprenez? Donc, on va faire un const nouveau tableau est égal à quoi? Est égal à table JS, puisque c'est table JS qu'on va filtrer. Point filter. Ok. Il va prendre notre élément item égal à quoi? Ici, je tiens à le dire et je tiens à le redire. On ne va pas filtrer ici les ID, mais ici, on veut filtrer les tâches. Ok? Et les tâches, on ne sait pas comment l'utilisateur peut le faire entrer. Il peut le faire entrer en minuscule, tout comme en majuscule. Or, la méthode filter ne renvoie que telle que la condition lui demande. Par exemple, si moi j'avais fait entrer une tâche en majuscule et que pendant la recherche pour faire mon filtre, je le mets en minuscule, ça ne marchera pas du tout. Est-ce que vous comprenez? Donc, je dois, moi, dans ma logique, quand je suis en train de faire la condition, m'assurer que la case n'est pas respectée. En faisant quoi? Je ramène tout en minuscule. Ce qui veut dire que même si j'écris en majuscule, même si j'écris en minuscule, ça va passer désormais. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, nous ici, on a dit que on veut que les éléments qui contient, c'est-à-dire pas égal à juste, mais qui contient. Est-ce que vous comprenez? Donc, pour pouvoir faire les éléments qui contient, en JavaScript, on utilise la propriété include, qui veut dire inclus. Ça veut simplement dire quoi? Tu vas rechercher les éléments qui contiennent le mot que nous cherchons. Donc, même si le mot se trouve à la fin, même si le mot se trouve au début, du moment que la tâche va contenir ce mot-là, est-ce que vous comprenez? Il va nous l'afficher. Parce que c'est include. Ici, on ne fait pas égal, parce que égal, ça veut dire exact. Mais nous, on veut qui correspond. Est-ce que vous comprenez? Donc, dans ce cas-là, c'est que nous, on va faire, donc, si item, point, d'abord, to lowercase, donc, plutôt point tâche, parce que c'est les tâches que nous, on veut récupérer. C'est ça, non? Si vous vous rappelez, dans notre table JS, on a bien, ici, on a bien tâche. C'est bon? Ok, donc ici, on récupère la tâche et on va faire point to lowercase, comme ça, lowercase, comme ça. La valeur lowercase, ça vous permet de ramener en minuscule les données. C'est bon? Si on le ramène d'abord en minuscule, ensuite on fait point include, comme ça. Ok? La méthode include, comme j'ai dit, ça va vous permettre de faire correspondre les données. D'accord? C'est bon? Point include de quoi? De input. Point value. Point. Oui. Exact. Ici, comme ça. Lui aussi, on ramène en minuscule. Donc, on ramène les items pointage en minuscule. On ramène aussi le truc en minuscule et on fait notre include pour dire tu vas nous afficher que, est-ce que vous comprenez, les tâches qui correspondent à ce que nous avons saisi. Ça veut dire que si tu ne le trouves pas, tu ne l'affiches pas du tout. Si tu le trouves, ok, tu nous l'affiches. Vous comprenez maintenant? C'est bon? Ok.
Là, c'est un peu lent, mais voilà. Soit pareil. Ok. Voilà. Ici, j'ai mis lowercase pour le convertir d'abord en minuscule. Ici aussi, j'ai mis lowercase pour le convertir en minuscule. Ça veut dire que je suis en train ici d'ignorer la casse. Oh, vous comprenez, non? Ok. Et donc, je vais dire if. Bon, au lieu de faire même if, on va directement pour faire display to do de nouveau tableau. Oh, excusez-moi. De nouveau tableau. C'est bon. Ici, ça manque le point JS. Ok. C'est tout. Voilà un peu comment vous devriez filtrer. C'est tout. C'est bon? Ok. Je vois que vous avez dit qu'on procède au filtre là. Mhm. Mettez on procède au filtre par tâche. Par tâche. Hein. Je vais même dire avec la méthode include. C'est ça, non? Qui permet, ok, de filtrer les données correspondantes. En parenthèse, je vais dire dont une partie est présente. C'est bon à la chaîne. À la chaîne recherchée. Voilà, là c'est bon, non? Ok. Pour que vous puissiez mieux comprendre. Et je mets encore en bas, je vais encore mettre, on ramène tout en minuscule pour éviter la casse. C'est bon comme ça? Ok. Voilà. Donc là, vous pouvez maintenant à la maison mieux comprendre les commentaires. Oh. Oh. Ah, je me casse. Ok. C'est bon, non? Ok. Maintenant, on va tester cela pour voir est-ce que ça marche ou pas. Donc, je vais revenir à l'écran. Je vais ajouter ici une tâche. Tâche 1. Ah, ici, il me demande celui-ci parce que j'avais mis required. Ok, je vais supprimer le required de celui-ci. On n'a pas du tout besoin. Ok, donc là, je vais, bon, au lieu de mettre tâche 1, je vais mettre développement d'un site, du site web. Par exemple, ça c'est ma tâche, ok? Je l'ajoute. Développement du site web, je vais ajouter. Bon, c'est notre tâche. C'est notre tâche. Ah, application mobile. C'est notre tâche encore. E-budget. Par exemple, ici, c'est le développement de l'application mobile e-budget. Je vais ajouter encore une autre tâche. On va dire analyse des données de e-budget. Et j'ajoute. Ok? Pour l'instant, je vais juste mettre les 3 tâches. Donc, maintenant, moi ici, par exemple, si je veux récupérer que les tâches qui parlent du développement, par exemple, est-ce que vous voyez? Ce que je vais faire au niveau de ma recherche ici, donc je vais faire ça. Au niveau de ma recherche, je vais commencer à mettre développement. Ah, il m'a fait une erreur. Bam, vous voyez, il dit table JS filter is not a function ici. Il me dit table JS, voilà, is not a function. Il refuse ça. J'ai mis filter avec grand F. Ça. C'est ça, c'est filter comme ça, non? Ok. Et permettez-moi de voir dans delete là. Oui, c'est filter comme ça avec petit f. C'est moi qui avais mis avec grand F. Le défaut du JavaScript, c'est ça maintenant. Là, je dois encore tout reprendre. Bon, je vais mettre sa tâche là. On va juste mettre dev. C'est déjà sorti. C'est sorti. Et puis mon site web, merci. Ok. Application e-budget. Je vais copier application e-budget. Et ici, je vais mettre analyse
e-budget. J'enregistre. OK. Alors, testons. On a les 3 données. Maintenant, je viens ici, je vais faire dev. Bam, j'ai une erreur. Il me dit include is not a function. En fait, vous voyez ces erreurs-là. Je savais que ça devait donner cette erreur. C'est pourquoi je l'ai laissé. En fait, pourquoi ici il me dit include is not a function? C'est à cause de tout lowercase, en fait, qui me le fait. En fait, ce qu'on doit faire ici, ce n'est pas faire ça comme ça, mais plutôt, c'est de prendre d'abord tout ça. Je vais le mettre en parenthèse et je mets ça comme ça. Je convertis d'abord tout en minuscule, ensuite je fais include. OK? Voilà. Regardez, si je fais comme ça maintenant, point, include, comme ça. Cette fois-ci, je pense bien que ça va marcher. On va voir ça tout à l'heure. Ou bien c'est include avec grand F. Bon, j'ajoute d'abord un pour voir si on va avoir une erreur. D'accord? Dev. On me dit toujours que c'est une erreur. Il me donne toujours ça comme erreur. Donc, je vais mettre include avec S pour tester. Peut-être que c'est moi qui me trompe. Aujourd'hui, ma tête commence à faire beaucoup d'erreurs. OK, ça marche. Donc, c'était include avec S. OK, donc si ça inclut, c'est valeur. Donc là, on a développé mon site web. Je vais mettre app e-budget. Par exemple, je vais copier le e-budget là. Ici, je vais ajouter. Ici, on va faire analyse e-budget, par exemple. Et puis, vous faites tout ce que vous voulez. D'accord? Donc, ici, si je viens ici et que je mets dev, vous voyez qu'il ne m'affiche que les développements. Si je fais ça, comme la longueur n'est pas normale, il me ramène tous les objets. Si je dis, bon, OK, on va juste voir la tâche qui parle de e-budget. Donc, quand je commence à mettre budget, bam, vous voyez, il me dit application e-budget et analyse e-budget. Vous voyez, c'est ça ce que filtre vous permet de faire. Donc, on a un filtre ici qui simule un temps réel pour pouvoir filtrer les données en fait. Et ce n'est pas difficile, vous avez à mettre en place. Quand vous allez répéter à la maison, vous allez voir que ce n'est pas du tout difficile. Et ce système-là est beaucoup appliqué dans des applications e-commerce, dans des applications par exemple de gestion de clinique que fait Monsieur Aimé. Parce que dans les applications, par exemple, des hôpitaux, vous voyez que vous avez une liste des patients. Moi, je viens pour me faire consulter. On doit rechercher mon nom et tout doit être affiché pour pouvoir me créer une fiche de consultation, etc. Donc, plusieurs applications, ce système-là est utilisé, les amis. Donc, prenez le temps de le comprendre. C'est bon? Donc, on a fait ici filtre par tâche. Maintenant, on va faire filtre par statut. Et c'est le plus facile même. C'est bon? Filtrer par statut, je dis bien c'est le plus facile. Donc, je vais séparer ces filtres-là. Je vais modifier le nom pour dire filtre tâche pour que vous puissiez comprendre. Filtre par tâche. OK, yes. Pour pouvoir faire l'auto-import domaine. Vous voyez, non? Pour pouvoir faire l'auto-import ici. Maintenant, je vais créer un autre module que je vais appeler filtre par statut.js. C'est bon? De la même manière, c'est presque de la même manière qu'on a fait ici. Je fais juste du copier-coller pour qu'on gagne en temps. Parce que c'est presque de la même manière. Donc ici, on recherche les données, on filtre ou recherche les données par statut. C'est bon? OK. Maintenant, par contre, ici, je n'ai pas besoin de rattacher l'événement input. Pas besoin. Par contre, j'ai juste besoin de rattacher l'événement change. OK? Pourquoi ici je mets juste change? Vu que change, lui, me permet quand je vais cliquer, OK, pour pouvoir rattacher cet événement-là, c'est tout ce que je vais faire. C'est bon? Donc ici, je veux dire événement change pour écouter les changements saisis. C'est bon? Voilà, je vais enlever le temps réel ici.
Ok? Vous comprenez, non? Maintenant, ici, je vais bien faire. Ici, je n'ai pas besoin de tester si c'est longueur ou si c'est... Pourquoi? Parce que... Pourquoi je ne vais pas faire ça? Regardez. Au niveau de l'index ici, je vais ajouter une deuxième colonne. Celui-ci. Je vais ajouter une deuxième colonne. Celui-ci. Regardez, si je fais ça, on en a deux hein, maintenant. C'est bon? Ok. Donc, celui-ci, ça sera juste un select. Je vais mettre select. Pourquoi je mets select? Étant donné que je connais déjà les types de complétion, compléter, en cours et supprimer par exemple. Donc je veux juste voir les propriétés qui ont été supprimées, ou bien plutôt ceux qui ont été complétés, ou bien ceux qui sont en cours, parce que supprimer ça n'existe plus. Vous comprenez, non? Ok. Donc ici, on va juste mettre deux options ici. Options. Ok. Le tout premier, je vais faire copier-coller, hein, parce que j'ai pas ça en tête. On va prendre en cours que nous allons placer ici. Donc je le place des deux côtés dans value et ici. C'est-à-dire valeur c'est en cours, ce qui sera affiché aussi à l'écran, ça sera en cours. D'accord? Au niveau de deuxième option, je vais aussi aller prendre, ça c'est dans to-do list, add display to-do, qu'on a mis ça, compléter. Je prends comme ça. Et ici, je fais coller. Excusez-moi, coller. Ok, donc on a les deux options. Et ID, si je dis filtre, fit statut. C'est juste un nom que je donne comme ça. Filtre statut. Et ici, il me parle juste, bon voilà, il y a l'élément qui manque. Voilà, c'est juste vous pouvez ajouter un title pour dire filtre. Simplement enlever le rouge qui était là. C'est bon? Ok, donc ce input là, on n'en a pas du tout besoin encore. Et ici, je vais lui ajouter une petite classe pour juste faire la beauté. Ça sera form select. Form select parce que c'est, vous comprenez, à cause du truc qui va s'afficher en bas là. Ok. Donc on peut voir maintenant que, vous voyez, ça y est là. Ici, on a en cours ou complété. Bon, après, si vous voulez gérer un peu plus, vous pouvez faire option. Ici, on va faire tout. Tout pour pouvoir voir là, voilà, tous les fichiers. Voilà, c'est tout qui est d'abord par défaut. En plus, si on clique sur concours, si on clique sur compléter, il va afficher que les complétés. C'est bon, les amis? Ok. Le code. Ici. Ici, vous pouvez mettre le E là en majuscule et le compléter là comme ça. Mais pas dans l'intérieur des values. Parce qu'à l'intérieur des values, c'est les textes. D'accord? Ok. Donc, maintenant, ici, on a notre fameux formulaire pour pouvoir faire le filtre par tâche, par statut. On a fini par tâche, on a déjà vu comment on le fait. Maintenant, au niveau du par statut, je vais prendre donc ce filtre status ici comme ID que nous avons créé, que je vais revenir remplacer ici. C'est bon? Ok. Ensuite, ici, j'ai rattaché l'événement change pour dire que si quelque chose a changé, tu vas nous afficher ce qu'on veut. Excusez-moi. Donc, celui-ci, je vais dire si value, par contre, ici, au lieu de dire l'inf, on va dire si value égale à tout. Ça veut dire que si value plutôt est différent de tout. Ok, si c'est différent de tout, ici, tu vas faire le filtre. Est-ce que vous comprenez? Dans le cas contraire, tu nous affiches la liste complète des données. Ça veut dire que la valeur, c'est tout. Vous comprenez, non? Ok. Donc, on limite le filtre. Ici, le commentaire, là, on n'en a plus besoin. C'est bon? Ok. Tout ça, on n'en a plus besoin. Vous avez déjà ça de l'autre côté. Ok. Maintenant, ici, ce que je vais faire, c'est quoi? Au nouveau tableau, point filter, item, ici je ne mets plus include. Désolé. Pourquoi? Parce que ici je ne mets plus include. Pourquoi? Simplement parce que je ne vais pas. En fait, ici, ce n'est pas qui correspond, mais qui sont égales exactes. Est-ce que vous comprenez? Donc, ici, je vais faire item.tâche, tout lowercase, cette fois-ci égal. Bonjour. Oui, tu peux. Cette fois-ci, on va mettre égal.
et on peut enlever celui-ci. Ici, vous n'êtes pas obligé de gérer la casse. Hein. Vous pouvez enlever le tout lowercase si vous voulez. Ce n'est pas une obligation. Vous comprenez? Voilà. Ok, c'est tout. Notre formulaire est fait comme ça. Donc ici, je mets égal, égal, simplement parce qu'on veut vraiment rester sur les statuts qui sont en cours ou pas. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi ça doit exactement être le même. Or, pour l'autre, on avait mis include parce que si ça correspond. Vous comprenez, non? Ok. Donc ici, on a fini comme ça. Donc, ce que je vais faire maintenant ici, regardez, on va tester. Et ici, on a dit si c'est égal à tout, si c'est différent de tout, il va faire, dans le cas contraire, il va nous afficher notre tableau comme tel. C'est bon? On va enregistrer. Ici, là, c'est le tout seulement qu'on a géré. Oui, c'est le tout seulement. Qu'on a géré. C'est tout. Si, on n'a pas encore géré en cours. Si, c'est déjà ça en fait. Parce que ici, on a dit quoi? Si value est différent de tout, ça veut dire que value peut être en cours ou peut être complétée. Donc, tu vas faire quoi? Tu vas filtrer les données qui sont égales à ce que value correspond. Ça veut dire que si value c'est en cours, il va nous afficher les valeurs qui sont en cours. Si value est égal à compléter, il nous affiche les tâches qui sont complétées. S'il ne trouve ni complété ni en cours, il nous affiche un tableau vide. Donc, on pourrait faire ça aussi en if, else, if, else, Oui, oui. else, if, non? Tu pouvais faire aussi en if, if, mais tu vois que là, ça devait être un code un peu plus long en fait. C'est pourquoi ici j'ai juste géré si ce n'est pas tout, ça veut dire que soit c'est complété, soit ce n'est pas complété. Pour aller plus vite. Voilà. C'est bon? Ok. Donc ici on va tester, on va ajouter les données. Ça va mon cher? Ok. Donc je vais ajouter ici juste des tâches. Hein. On a déjà vu comment faire avec statut. Je vais mettre tâche 2. Je vais mettre tâche 3. Je vais mettre au moins 5 tâches. On va compléter les quelques tâches 4. Et ensuite tâche 5. Ok? Ici, je vais compléter par exemple tâche. Ah, il y a tâche 2 deux fois. Bon, c'est juste une erreur. D'accord? Je vais compléter ce tâche 2 là. Je vais compléter tâche 5. Le reste, je les laisse en cours. D'accord? Donc ici, ce que je vais faire, regardez. Si je fais ceci, je tape sur en cours. Normalement, ça devrait marcher. Donc c'est l'événement change là encore qui fait des caprices. Vous voyez, non? C'est l'événement change là, c'est pas grave, on va ramener input. C'est l'événement change là qui fait des caprices. Ok, on ramène change. Tâche 3, tâche 4, et on fait non, c'est comme ça l'événement se trouve. 5. Okay, vous allez bien voir ça quand on fera React. C'est React qui gère bien les on-change là. Ok. Donc ici, j'ai dit je vais mettre tâche 5 complétée, tâche 3 complétée. Bon, on peut mettre aussi tâche 2. C'est bon. Et tâche 1 et tâche 4 restent en cours. Donc je clique sur en cours. Pourquoi tu ne marches pas toi? Ça devrait normalement marcher. Il ne fait absolument rien du tout. Vous voyez, non? Il ne fait absolument rien du tout, malgré même j'ai mis input. Et on doit savoir pourquoi il fait ça. Accordez-moi une minute, je vais tester ça rapidement en faisant un console. Ah oui, quelle bête que je suis. Ça ne marchait pas simplement parce que on n'a pas lié ça à main.js. On a créé, oui, mais on n'a pas encore lié en fait. Ici c'est filtre. Oui, par statut. On n'a pas fait export domaine.js. C'est ça le problème. Donc ici, vous voyez, non? Il n'y avait pas ça. Donc ici, on va dire filtrer par statut. Ici, c'est par filtrer les objets par tâche. C'est ça, non? Ok? Et ici, c'est filtré par statut. Donc c'est filtre par statut qui prend tab JS en paramètres. Elle vient faire quoi ici? Ok, donc retournons. Ce qui est encore chiant chaque fois. Vous voyez, c'est fatigant chaque fois. Voilà, il faut tout reprendre, c'est fatigant. Tout à l'heure, on va voir comment corriger ce problème-là. Pour ne pas chaque fois reprendre. Tâche 2, tâche 3, tâche 4. Et enfin tâche 5.
Et on a dit tâche 3, on avait mis compléter, tâche 5 aussi, compléter. Ok. Maintenant ici on va tester à nouveau. Si je fais en cours, vous voyez ici ça n'a pas marché, je ne sais pas pourquoi. Oui, il n'a pas récupéré l'élément en cours. Si je fais compléter, il n'a pas récupéré. On va faire console log pour voir quelle valeur il me retourne. C'est bon? Mais le boss, est-ce que au niveau de revenir vers votre Ici? Non. Ici? Non, je le mets. Non, revenir sur display. Sur le display. Ah, Là, c'est bon. C'est ici en fait. C'est cet événement-là, je vais voir qu'est-ce qui me retourne en fait. On va faire console, d'accord, un log de input. Il faut voir qu'est-ce qui nous retourne. Point value. C'est bon. Voilà, là c'est juste pour voir qu'est-ce qui nous donne en retour. Je vais enlever le truc là ici. On n'en a pas besoin. On va voir qu'est-ce que statut là nous retourne quand on fait le change. Donc, je mets d'abord une toute petite chose et je fais ici en cours. Il retourne bien en cours. Vous voyez? Il retourne bien en cours. Ah ouais, c'est normal en fait. Regardez, ici je suis en train de filtrer par tâche et non par statut. Donc, dans la tâche, on n'a pas le mot en cours. Vous voyez, non? Voilà. Status. Parce qu'il doit récupérer la propriété statut en fait. C'est ça aussi le truc de copier-coller là. Voilà. C'est ça le mauvais des copier-coller. Ok. Voilà. Donc ici on va retester. Cette fois-ci je crois que ça va marcher. On va faire tâche 2. On teste d'abord que 2 tâches pour voir si ça fonctionne ou pas. Donc ici si je fais en cours, il ne m'affiche que ça. Parfait. Si je fais compléter, il m'affiche bien celui-ci. Ça, parfait. Et si je mets tout, il me ramène les tout. Parfait. Tout fonctionne sans problème. Certes, les copier-coller nous a fait un peu embrouiller, mais ça vous aussi permis de voir comment corriger ces différentes erreurs, etc. et autres. Parce que le code, lui, il est bourré de bêtises. C'est bon? Donc là, nous avons nos 2 systèmes de filtres qui fonctionnent sans problème. Si je mets un ici, normalement, pourquoi tu ne m'affiches pas un? Ça marche pas? Ah ouais. On a dit quoi? 3 caractères. Donc si je mets tâche 1, ok, ça fonctionne. Tâche 2, exact. C'est bon. Et de l'autre côté, nous avons bien un filtre qui nous affiche les en cours et les complétés. Donc si on essaye de faire tâche 3, on essaie de faire encore tâche 4. Et on essaie d'ajouter tâche 5. Et donc tâche 5, on va lui dire tu es complété. Et les autres, on dit tu n'es pas complété. Donc si je clique sur en cours, on a nos 3 tâches, 1, 3 et 4 qui sont en cours. Si on clique sur compléter, on a les 2 tâches qui ont été complétées. Notre système de filtre fonctionne parfaitement. Oui. On peut? Ici? Tâche 5, oui, ça va s'afficher. C'est toutes les Voilà. Ici, en fait, les 2 filtres ne sont pas liés. Si vous voulez les lier, en ce moment-là, vous devez récupérer aussi la valeur de ici pour quand vous faites la recherche, si vous comprenez, pour ne afficher que voilà, ceux qui sont complétés, mais que vous êtes en train de rechercher par tâche. Et ça, c'est des méthodes un peu plus complexes, en fait. Ce n'est pas difficile en soi, mais pour aujourd'hui, pour ne pas trop vous saturer la tête, on va se limiter qu'à ça. C'est bon? Ok. Au moins, vous avez compris comment fonctionnent les méthodes de filtre. On a fait filtre par correspondance, c'est-à-dire filtre par tâche. Et là, on a fait filtre par égalité avec égal, égal. Si c'est égal à ceci, tu mets la fiche. Et l'autre, c'est par correspondance. C'est bon? Donc, et comme je vous dis, ce sont des méthodes les plus utilisées dans des applications, surtout modernes. Ok? Ça va? Ok. Vous êtes fatigué? On peut continuer? Ou bien vous êtes fatigué? Si vous êtes fatigué, on s'arrête par là aujourd'hui. Et le lundi, on va voir la persistance des données. On peut continuer, monsieur Nathanaël? C'est pour monsieur. On peut continuer. Bon.
Oui. Bon, c'est qu'on va faire aujourd'hui. On va s'arrêter par là pour que vous allez d'abord faire tout ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui. Et le lundi, on fait le reste. Ok.